Bonjour, pour cette nouvelle capsule vidéo, on va essayer de traiter un problème linéaire en particulier. Donc je considère le problème l'exemple 1 du chapitre 1, c'est-à-dire de l'entreprise qui fabrique des châssis en aluminium et des châssis en bois. Et donc je rappelle un peu le problème, c'est maximiser z égale à 3x1 plus 5x2 avec les contraintes x1 inférieur à 4 pour l'atelier 1, 2x2 inférieur ou égal à 12 pour l'atelier 2, 3x1 plus 2x2 inférieur à 18 pour l'atelier 3, avec bien évidemment x1 et x2 sont positifs. Pour traiter ce problème, elle est rédigée sous forme canonique avec une fonction à maximiser et des contraintes sous forme de inférieur ou égal. Je dois d'abord le transformer sous forme standard pour faire la résolution avec la méthode simplex. Pour cela, je rajoute des variables d'écart pour la première contrainte, pour la deuxième, pour la troisième. Est-ce que j'ai inférieur ou égal? Donc je rajoute une valeur d'écart. Alors, je rajoute une variable d'écart par contrainte, cela fait 3 variables d'écart. Et donc, ce qui fait que mon problème se transforme d'un problème de 2 variables avec 3 équations à un problème de 5 variables avec toujours 3 équations. Donc, la matrice correspondante est la suivante, c'est-à-dire la matrice 1, 0, 1, 0, 0 et 0, 2, 0, 0, 1, 0 et 3, 2, 0, 0, 1. Alors, je constate que cette matrice est de taille 3, 5. Et donc, le rond de la matrice est égal à 3. Le vecteur inconnu devient le vecteur x1, x2, e1, e2, e3, 5 inconnus. Et le second membre, c'est le même, 4, 12, 18. Pour résoudre ce problème, je vais procéder de la même façon, c'est-à-dire considérer une matrice base. La matrice base que je vais considérer, c'est l'identité, c'est-à-dire celle-là. Donc, j'ai dans la matrice une partie que je peux considérer comme une base, c'est l'identité, c'est-à-dire la partie liée aux 3 variables E1, E2, E3. Donc, cette matrice base, elle est inversible puisque c'est l'identité, et son inverse, c'est elle-même. Ce qui fait que ça va me donner automatiquement une solution. Cette solution, c'est 0, 0, 4, 12, 18. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous regardez bien là, si je fais passer x1 de l'autre côté, ça va faire E1 égale à 4 moins x1. Si je fais passer E2, x2 de l'autre côté, ça va faire O2 est égal à 12 moins 2x2. Et si je fais passer 3x1 et 2x2 de l'autre côté, ça va faire E3 égale à 18 moins 3x1 moins 2x2. Et donc j'ai réussi à calculer E1, E2, E3 en fonction de x1, x2. En particulier, comme on a dit dans la capsule vidéo précédente, si je considère que la solution de base correspond à xn, c'est-à-dire les variables hors base, dans notre cas, sont x1, x2, sont nuls. Dans ce cas-là, j'obtiens que E1 égale à 4, O2 égale à 12 et E3 égale à 18, ce qui est présenté ici. Et donc, la solution, c'est 0, 0, 4, 12, 18. Est une solution. Cela signifie que on va fabriquer 0 châssis aluminium et 0 châssis en bois, avec un reste de 4 heures de travail dans l'atelier 1, 12 heures de travail dans l'atelier 2, et 18 heures dans l'atelier 3. Avec Z, bien évidemment, nul. Pourquoi? Parce que tout simplement, Z dépend de x1, x2, et donc il est nul. Et donc, c'est une solution. La question qui se pose par la suite, c'est est-ce qu'elle est optimale? Ce travail, je peux le résumer sous forme d'un tableau. C'est-à-dire, je reviens à mon problème, celui-là, et je peux factoriser, si vous voulez, par les variables. Donc, je garde juste le coefficient de x1 et le coefficient de x2, de E1, de E2, de E3 dans l'ordre. Donc si je regarde la première contrainte, j'ai 1 comme coefficient de x1, 0 pour x2, 1 pour E1, 0 pour O2 et 0 pour O3. Et donc ça fait 1, 0, 1, 0, 0 et 4 comme second nombre. Et c'est ce que je retrouve dans le tableau. Donc je trouve la même chose. La deuxième contrainte, c'est 0x1 plus 2x2 plus 0,1 plus O2 plus 0,3 égale 12. Troisième contrainte, c'est 3x1 plus 2x2 plus 0,1 plus 0,2 plus 1 fois E3 est égal à 18. Avec la fonction objectif, moins z plus 3x1 plus 5x2 égale à 0. Bien évidemment, si vous faites passer z de l'autre côté, ça va faire plus z.
Donc, on se pose la question simple, est-ce que la solution correspond à une solution optimale? La réponse est non, car tout simplement, dans la fonction z, j'ai des coefficients positifs. C'est-à-dire, j'ai encore un potentiel pour augmenter la fonction z. Car le fait de choisir x de 1 et x de hors base, cela nous impose qu'on a éliminé les variables qui peuvent maximiser z. Et donc, c'est un choix. Donc, on peut dire que c'est un mauvais choix pour l'instant. Donc, ce qui fait que ça nous ramène à discuter comment le changer. Et donc, pour cela, on va décider de voir quelle est la variable qui permet d'augmenter la valeur de z, autrement dit, d'atteindre l'objectif le plus rapidement. Je constate que la variable x1 a un coefficient 3 et la variable x2 a un coefficient 5 dans la fonction objective. Et donc, on choisit la variable qui permet d'augmenter la valeur de z le plus rapidement possible. Et donc 5 et 3, je choisis 5. Donc 5 correspond à la variable x2. Et donc je dis que x2 est une variable entrante. Comme le rang de la matrice est égal à 3, si je fais rentrer une variable, je dois faire sortir une autre. Donc je dois trouver quelle est la variable sortante. Pour cela, je reviens à mon problème et je traduis cette décision. Cette décision, c'est quoi? C'est de faire entrer x2 dans la base et de garder toujours x1 hors base. Alors, puisque x1 était hors base, ça veut dire que je peux le considérer comme nul. Cela se traduit par E1 est égal à 4 et 2x2 plus O2 égale à 12 et 2x1 plus E3 égale à 18. Et là, vous remarquez que j'ai éliminé x1 parce qu'elle est nulle. Ce qui fait que O2 est égal à 12 moins 2x2, il doit être positif. Et O3 est égal à 18 moins 2x2, il doit être positif, parce que c'est une variable positive. Donc, x2 ne doit pas dépasser 6, d'après cette contrainte, sinon E2 est négatif. Et d'après la deuxième, x2 ne doit pas dépasser 9. Et donc, pour respecter le 2, je dois prendre la valeur la plus petite. Parce que si je prends par exemple 7, ça va être inférieur à 9, certes, mais il est supérieur à 6. Et dans ce cas-là, O2 n'est pas positif. Donc, je choisis la valeur la plus petite. Ce qui fait que lorsqu'on atteint 6, ça va faire de O2 une variable nulle. Donc, la variable qui potentiellement qui peut s'annuler, c'est justement la variable O2. Et donc, c'est O2 qui représente la variable sortante. C'est O2 qui représente la variable sortante pour l'instant. Donc, ce qui fait que je détermine dans le tableau la colonne de la variable entrante et la ligne de la variable sortante. Pour résumer ce calcul-là, je calcule un rapport. Et donc, la règle du choix de la variable entrante, c'est le coefficient le plus positif dans la ligne de la fonction objectif pour la colonne et le rapport le plus petit pour la ligne pour la variable sortante. Sachant que je ne prends pas en considération le rapport sur des valeurs négatives ou nulles. Parce que je ne peux pas accepter d'avoir des valeurs négatives dans le second membre. Et donc du coup, je divise le second membre, c'est-à-dire les valeurs du second membre, sur la colonne de la variable entrante, sauf les valeurs nulles en négatif. Donc là, par exemple, il y a un 0, ça ne m'intéresse pas. Et donc, 12 divisé par 2, ça fait 6. 18 divisé par 2, ça fait 9. Et donc, je prends 6, la valeur la plus petite, ça va faire O2 sortante. L'intersection, ça fait un pivot. Alors, c'est quoi un pivot? C'est la variable qui va servir pour éliminer les autres valeurs de la ligne, de la colonne, c'est-à-dire dans la colonne de x2. Donc, la colonne de x2 va ressembler à une colonne de l'identité, c'est-à-dire il n'y a que des zéros et un seul 1 à la place du pivot. Pour appliquer cela, je vais considérer ce qu'on appelle l'élimination de Gauss entre les lignes, ou bien la règle du pivot. C'est la suivante, c'est la règle du pivot, bien on l'appelle aussi la règle du rectangle, c'est-à-dire la nouvelle valeur dans une case est égale à l'ancienne valeur moins celle qui appartient à la colonne du pivot fois la ligne pivot sur le pivot. J'explique. Par exemple, là c'est le tableau 1 et comment obtenir le tableau 2. Première chose, je vais prendre la ligne du pivot et je vais la normaliser, c'est-à-dire la diviser sur le pivot. Donc 0 divisé par 2, c'est 0. 2 divisé par 2, c'est 1. 0 divisé par 2, c'est 0. 1 divisé par 2, c'est 1 demi.
0 divisé par 2, c'est 0. Et 12 divisé par 2, c'est 6. Et donc, j'obtiens cette ligne, c'est-à-dire la ligne du pivot. Mais avant cela, j'ai actualisé la base. Comment actualiser la base? Tout simplement en faisant le changement nécessaire. C'est-à-dire x2 va prendre la place de O2. E1 va garder sa place et E3 va garder sa place. Et donc, je fais des éliminations pour éliminer les autres valeurs. Par exemple, pour la première ligne, j'ai déjà un 0. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, je peux garder la ligne intacte parce qu'il contient déjà un 0 sur la colonne. Et donc, je vais garder la ligne intacte. Pour la troisième ligne, j'ai un 2 alors que le pivot est égal à 2. Donc, je peux faire des opérations entre les lignes et faire la troisième ligne moins la deuxième ligne. Donc, ça va faire 3 moins 0, c'est 3. 2 moins 2, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. 1 moins 0, c'est 1. 18 moins 12, c'est 6. Et donc, j'obtiens la troisième ligne. Pour la quatrième ligne, je peux faire encore une fois des opérations entre les lignes, c'est-à-dire la ligne 4 moins 5 sur 2, la ligne 2, c'est-à-dire la ligne pivot, ou bien je peux faire la règle du rectangle. Je sais très bien que je vais avoir un 0, donc je vais mettre un 0 ici. Et là, je fais ancienne valeur, c'est 3, moins colonne pivot, plutôt colonne pivot, il est là, fois la ligne pivot, c'est-à-dire la valeur qui appartient à la ligne pivot, sur le pivot. Donc ça fait 3, moins 5 fois 0 sur 2. Donc je trace un rectangle. Et donc ça fait 3. Et la même chose jusqu'à la fin. Par exemple, pour cette valeur, j'ai la valeur de la colonne de O2, elle est là. Donc ça fait 0 moins 5 fois 1 sur 2. Et donc ça fait 0 moins 5 sur 2. Ça fait moins 5 sur 2. Et pour la ligne second membre, j'ai 0 moins 5 fois 12 sur 2. Et donc ça fait 60 sur 2, c'est moins 30. Et donc ça fait moins 30. Et donc j'obtiens un deuxième tableau. Ce deuxième tableau, je vais le juger encore une fois. Est-ce qu'il est optimal? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas optimal car il contient une valeur positive encore. Et donc je vais continuer mes calculs. Alors comment? Donc je vais déterminer la valeur la plus élevée. Elle est là. Donc x1 est une valeur en 30. Et je vais faire mon rapport entre second membre et la colonne. Donc j'ai 4 divisé par 1, c'est 4. 6 divisé par 0, ce n'est pas la peine, donc ça ne m'intéresse pas. Et 6 divisé par 3, c'est 2. Donc 2 est la valeur la plus petite. Donc E3 est une variable sortante. L'intersection, ça fait 3. Et donc, c'est le pivot. Par la suite, je fais la même chose. Je considère le tableau 2 et je passe pour le calcul du tableau 3. Je normalise la ligne pivot, c'est-à-dire je divise par 3. Donc ça fait 1, 0, 0, moins 1 sur 3, 1 sur 3, 6. Plutôt 2, pardon. Et je vais faire les éliminations nécessaires. Par exemple, dans la ligne 2, il y a déjà un 0, donc je laisse la ligne intacte. Et pour la ligne 1, je fais l'opération nécessaire pour avoir un 0, ainsi de suite pour la ligne 3. Et donc j'obtiens un troisième tableau que je reteste encore une fois. Est-ce qu'il est optimal? Je constate là qu'il n'y a plus de valeur positive. Et donc ce tableau, il est optimal. Et donc ça va me donner la solution optimale. La solution optimale, comme on a dit tout à l'heure, enfin dans la vidéo précédente, c'est que xb, la base, est égal au second membre. Donc E1 est égal à 2, x2 est égal à 6, et x1 est égal à 2, avec moins z est égal à moins 36, ce qui fait z égale à 36. Ce qui donne la solution suivante, x1 étoile c'est 2, c'est-à-dire optimal, x2 étoile est égal à 6, z est égal à 36. Et c'est exactement la même solution qu'on a obtenue par la méthode graphique, si vous revenez à la partie, ou bien le chapitre sur la méthode graphique. Donc ce qui veut dire que cette solution va permettre de saturer la deuxième contrainte et la troisième. Pourquoi? Parce que O2 étoile et E3 étoile sont nuls, c'est-à-dire les écarts pour le deuxième atelier et pour le troisième. Tandis que E1 est égal à 2, et donc il reste 2 heures dans l'atelier 1. Ça veut dire que cet atelier n'est pas saturé. Ça, c'est parmi les avantages de la méthode simplex, c'est qu'on n'a pas besoin de vérifier la solution dans les contraintes pour connaître quelle est la valeur qui est saturée et quelle est la valeur non saturée. On peut avoir les résultats directement sur le tableau final. Et donc, ça permet d'avoir l'interprétation économique automatiquement.